Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau topo de neurologie. On va discuter un petit peu de l'alcool et de son impact sur le système nerveux, qu'il soit central ou périphérique. J'ai décidé de faire une petite présentation là-dessus parce que finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, que ce soit dans la pratique ou potentiellement à l'ECN, et qu'il y a des atteintes bien spécifiques qu'il faut connaître, qu'on va essayer de revoir ensemble. Tout d'abord, on va commencer par quelques définitions que je tire de la CIM-10, donc la classification internationale des maladies, qui définit 4 types d'usage de l'alcool: l'usage simple, l'usage à risque de complications, un usage nocif où on a déjà des complications qui seront présentes, des complications somatiques notamment, et la dépendance, ce qui nous intéresse pas mal, avec l'impossibilité de s'abstenir de consommer, ce qui était auparavant intitulé alcoolisme chronique. Il y a des valeurs seuil qu'il faut connaître aussi, qui ne sont pas très compliquées. On dit qu'il faut consommer moins de 4 verres standards par occasion sur un usage ponctuel, moins de 21 verres standards pour l'homme par semaine et moins de 14 pour une femme. Donc ça fait à peu près 3 verres par jour pour les hommes et 2 verres par jour pour les femmes. Donc vous voyez sur ce schéma que les verres ne se valent pas. Donc attention, c'est pas la pinte de bière qui compte pour un verre standard, c'est le demi, donc les 25 centilitres. Et vous vous rendez compte que si une patiente vous dit qu'elle consomme 2 verres de vin par jour, un au repas du midi, un au repas du soir, et ben elle est déjà dans des consommations qui sont jugées par l'OMS comme trop importantes. L'alcool a une toxicité qui va être directe, notamment sur les phospholipides membranaires ou aussi sur les neurorécepteurs, et notamment les récepteurs GABAergiques, mais aussi indirecte via des carences, notamment vitaminiques, on les reverra un petit peu plus tard, et l'induction de défaillance d'organes potentiels, notamment au niveau du foie. En termes de pathologie, entre guillemets, ou en tout cas de consommation inadaptée, on peut retrouver l'ivresse simple, que tout le monde connaît à peu près, euh, qui vient d'une action sur la substance réticulée. La substance réticulée, c'est une structure qu'on retrouve dans le tronc cérébral et qui participe à l'éveil notamment. Ensuite, il y a le noyau vestibulaire qui vont participer à l'équilibre, le cervelet de la même façon et le cortex. Euh, c'est une action qui va être transitoire pour l'ivresse simple. L'ivresse devient pathologique quand on retrouve des troubles du comportement, des hallucinations, des délires, parfois de l'agressivité et une amnésie. Attention, l'alcool abaisse le seuil épileptogène, donc il y a un risque de faire des crises d'épilepsie, notamment des crises d'épilepsie tonico-clonique généralisées, euh, qui n'entraîneront pas forcément de traitement. Lorsqu'on retrouve un patient qui a fait une crise d'épilepsie généralisée à l'occasion d'une consommation alcoolique importante, on ne met pas en place de traitement antiépileptique parce qu'on se dit qu'il y a un facteur déclenchant et donc si le patient arrête de boire, il n'a pas de raison de refaire des crises d'épilepsie. On n'est pas face à une maladie, pas face à une maladie épileptique. Le délirium très mince. On va essayer de s'attacher un petit peu à cette pathologie qui est extrêmement importante et qui peut avoir un pronostic péjoratif. On retrouve des signes qu'on appelle le pré-délirium très mince qui vont être des signes d'alerte, si vous voulez. Notamment une inversion du cycle unique téméral, un patient qui est extrêmement agité la nuit et qui, la journée, quand vous faites votre visite, dort tout ce qu'il peut. Une irritabilité importante, des sueurs, des tremblements. Il y a un score qui a été développé à ce propos, qui s'appelle le score de Cushman, qui est très utilisé dans tous les services, qui comprend 7 items. Vous voyez donc la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la fréquence respiratoire, la présence ou non de tremblements, la présence ou non de sueur et d'une agitation, et enfin les troubles sensoriels avec notamment une phonophobie, un prurite potentiel, et enfin, euh, de façon plus importante, les hallucinations. C'est un score qui va nous intéresser parce qu'il va induire ou non une mise en place d'un traitement. S'il est supérieur à 7, on estime que le sevrage il est modéré, et donc on va quand même commencer un traitement dont on va rediscuter juste après. Et supérieur à 14, on a un sevrage qui est dit sévère, et donc un risque potentiellement vital. Qu'est-ce que le délirium très mince? C'est défini comme un syndrome confuso-onirique, donc onirique pour les rêves, et qui va comporter des hallucinations, notamment des zoopsies. Je vous ai mis l'image de l'éléphant rose, mais il y a des patients qui peuvent vous raconter qu'ils voient des araignées au plafond, des animaux qui se baladent dans leur chambre, des choses comme ça. Parfois, les patients peuvent être agressifs, euh, et donc les différents éléments dont on a déjà parlé, avec notamment les tremblements et les sueurs. Un des risques principaux, c'est la déshydratation. Attention, le délirium très mince, c'est vraiment une manifestation qui est extrêmement grave. On le retrouve dans à peu près 5 à 10% des sevrages en alcool, et le pronostic vital, il peut tout à fait être engagé. On a des moyens de prévention, voire de traitement.
mais l'important c'est vraiment la prévention, éviter qu'on arrive à ce stade de syndrome confuso-onirique. Donc on peut proposer une hydratation en intraveineux, toujours, une vitaminothérapie avec notamment la vitamine B1. On met aussi la vitamine B6 et de la vitamine PP, mais c'est vraiment la vitamine B1 qui est fondamentale. Et enfin, en traitement, on met des benzodiazépines, notamment le diazépam, qui est le Valium. Et donc on met 10 mg toutes les heures. C'est des doses extrêmement importantes. Si malheureusement on n'arrive pas à réguler ce délirium très mince, le risque c'est de passer à l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, qui est une complication du délirium très mince, qui correspond à une carence en vitamine B1. La vitamine B1, donc c'est la thiamine, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on apporte en systématique devant des suspicions de délirium très mince. Il y a différents facteurs de risque qui peuvent entraîner l'évolution vers l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, notamment un patient qui est dénutri, ou un apport de glucose. Donc attention à nos patients, on leur met pas une perfusion de G5 pour les hydrater, on leur met une perfusion de sérum salé. Le Gaillet-Wernicke, ça comprend une triade clinique. C'est des patients qui vont souvent être confus. On retrouve à l'examen clinique une paralysie oculomotrice. Attention, c'est extrêmement important à rechercher chez vos patients avec une consommation alcoolique chronique. Un syndrome cérébelleux qui est le plus souvent statique. Donc le syndrome cérébelleux statique, pour rappel, c'est une marche ébrieuse avec des embardées, une danse des tendons à la position debout et une augmentation du polygone de sustentation. On peut aussi parfois retrouver une petite hypertonie qui est dite oppositionnelle, mais c'est un signe qui est vraiment pas très spécifique. Le Gaillet-Wernicke, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une atteinte au niveau des corps mammillaires notamment, donc on va le retrouver sur l'IRM encéphalique euh, à ce niveau-là. Les corps mammillaires, ça appartient à l'hypothalamus et ça a des fonctions dans la mémoire, et notamment ça fait partie du circuit limbique. Donc l'examen clé, ça va être l'IRM cérébral. C'est une urgence thérapeutique, ça peut être réversible si et seulement si on intervient de façon très précoce, et le traitement, c'est la vitamine B1, c'est une supplémentation en intraveineux pour éviter qu'on ait ces lésions au niveau des corps mammillaires, au niveau du circuit limbique. À nouveau, si on fait rien, les complications qui s'enchaînent, ça va être le syndrome de Korsakoff, qui correspond à des lésions plus étendues au niveau du circuit hippocampo-mammilothalamique, d'accord? Donc on se retrouve au niveau des noyaux gris, avec aussi l'hippocampe atteint, et une amnésie antérograde. Bon, je vous en parlais tout à l'heure, les fonctions de la mémoire, et voilà, c'est des patients qui vont oublier au fur et à mesure que vous leur parlez. Vous pouvez retourner les voir le lendemain, ils ne se souviendront pas de vous. Il y a aussi des fabulations, des patients qui vous disent qu'ils vous connaissent alors que c'est la première fois que vous rentrez dans leur chambre. Et le Korsakoff, c'est des lésions qui sont complètement irréversibles, et c'est un pronostic qui est très sévère. Et sur l'IRM, on le voit ici, c'est une extension des lésions par rapport au Gaillet-Wernicke avec les corps mammillaires, mais aussi une atteinte là par exemple au niveau thalamique. Au niveau du système nerveux central, on a d'autres atteintes qui sont possibles. Je vous touche un mot de la maladie de Marchiava-Bignami, qui correspond à une démyélinisation du corps calleux. C'est quand même assez rare, hein. Je vous avoue qu'on n'en voit pas très fréquemment. La clinique est extrêmement complexe. Des patients qui ont des troubles de la marche, parfois qui sont mutiques, qu'on peut confondre avec des troubles cognitifs à type de démence. Et le pronostic, il est catastrophique. Il faut faire une imagerie, une IRM ou un scanner cérébral, et on retrouve donc ici sur cette IRM des hypersignaux du corps calleux. L'encéphalopathie pélagreuse, qui correspond à une carence en vitamine PP, donc c'est la vitamine B3 comme je vous le marquais. Je pense que le point important dans les encéphalopathies pélagreuses, c'est que c'est souvent associé à une dermite, ce qu'on appelle la pélagre cutanée. Je vous ai mis une image juste à côté, qui correspond à un érythème qui est symétrique dans les zones photoexposées. Et on peut aussi retrouver des vésicules ou des bulles associées à ça. Sur le plan neurologique, c'est plutôt un syndrome confusionnel, et on peut retrouver un syndrome extrapyramidal associé. Ça, c'est extrêmement rare aussi, hein, l'encéphalopathie pélagreuse. Enfin, je vous ai déjà parlé de l'épilepsie et l'atrophie cérébelleuse sur les consommations chroniques, qui est le plus souvent vermienne, ce qui explique assez bien d'ailleurs le syndrome cérébelleux qui est plutôt statique que cinétique. Enfin, l'alcool a aussi un impact sur le système nerveux périphérique. La neuropathie alcoolique, qui correspond à une toxicité directe de l'alcool sur les nerfs, qui va concerner 10% des patients. Donc c'est quand même assez fréquent. C'est plutôt tardif normalement dans la consommation alcoolique. Et c'est une polyneuropathie sensitivo-motrice, donc une atteinte sensitive et motrice, et c'est une atteinte axonale. Donc sur un électromyogramme, on va retrouver une diminution des potentiels d'action, à la différence des ENMG qui seront dits démyélisants avec une diminution des vitesses de conduction. La neuropathie alcoolique, c'est la deuxième cause des polyneuropathies, derrière le diabète. Donc attention, il faut toujours y penser devant ces types de présentations. Donc c'est longueur dépendant, ça va toucher d'abord les extrémités,
et puis ça va remonter progressivement. Une fois que ça atteint les genoux, ça va atteindre les mains, et ainsi de suite, comme sur le schéma que je vous propose juste à côté. Ça touche principalement les petites fibres sensitives et ça peut donner des douleurs. Donc attention, c'est des patients qui peuvent se plaindre de douleurs neuropathiques et il faut faire attention aux différents signes associés comme la dépilation, une anhydrose, les ongles qui sont un peu plus cassants. Lorsqu'on a une carence en vitamine B1, l'atteinte peut être motrice prédominante. Si l'atteinte est motrice, on a tendance à dire que c'est plutôt la loge antéro-externe de la jambe qui va être atteinte, donc notamment sur les releveurs du pied. Euh, il existe une forme aiguë dont je vous touche juste un petit mot, mais qui à mon avis n'est pas la principale à connaître, qui s'installe en moins de 24 heures avec un tableau de déficit moteur au niveau des membres inférieurs, une paraparésie, une amyotrophie importante et des douleurs très intenses. Une parésie qui va être flasque, on dira réflexique, c'est logique, c'est du périphérique. Attention à y penser quand vous avez des patients avec une consommation alcoolique. Voilà pour ce topo, j'espère qu'il vous sera utile pour plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à très vite pour un nouveau topo.